Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'information régionale 24 heures en Alsace, du lundi au vendredi, une heure de direct sur votre région. On va parler de radio aujourd'hui, une radio transfrontalière avec pour mission d'occuper tout l'espace rhénan. C'est la nouvelle ambition, la nouvelle vocation de France Bleu Alsace. Son directeur Hervé Deharo sera avec nous pour nous présenter tout ça. On va parler sport évidemment comme chaque lundi, football, basket, handball, cyclocross, apnée. Gros plan notamment sur la victoire de la SIG contre Villeurbanne ce week-end. Le meneur strasbourgeois Ludovic Behurst sera avec nous. Et retour également sur le match de ce week-end des handballeurs de Célestat. On parlera gastronomie évidemment. Nicolas Riffel vous emmènera dans cette institution de la gastronomie strasbourgeoise, la cloche à fromage. On va parler raclette, ça c'est du programme. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT vous est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une du JT. Ce soir, pas d'allègement du dispositif de sécurité encadrant le marché de Noël de Strasbourg. À J- de son ouverture, le préfet et le maire de Strasbourg ont présenté ces grandes lignes cet après-midi. Burn-out, troubles musculo-squelettiques, les maladies professionnelles sont en augmentation. Zoom sur la santé du travail en Alsace, à la veille d'un premier forum régional sur la question. Et puis zoom sur l'hôtel des postes de Strasbourg qui sera très bientôt rénové. Mais pour commencer, mouvement de grève dans l'éducation nationale aujourd'hui. À Strasbourg, place Kléber, ils étaient environ 500 rassemblés en début d'après-midi à l'appel des syndicats. À Mulhouse, ce sont 200 manifestants qui ont défilé. Tous dénonçaient la suppression de postes d'enseignants et de personnel administratif. On écoute la secrétaire départementale de l'UNSA. Elle est au micro de Cécile Motz. Pour la première fois depuis 2012, en fait, il va y avoir des suppressions dans l'éducation nationale, alors qu'en même temps, les effectifs vont augmenter, ce qui veut dire clairement une dégradation des moyens de l'éducation nationale. C'est un vrai problème, et lorsqu'on supprime des postes ou lorsqu'on ne remplace pas des gens qui partent à la retraite, ça veut dire que dans les classes, les choses deviennent plus compliquées. On sent bien que ce gouvernement cherche à faire des économies sur la fonction publique. Pour que les choses aillent mieux, il faut des moyens. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Le marché de Noël de Strasbourg débute dans 11 jours. Au-delà des festivités, c'est une nouvelle fois un centre-ville sous haute surveillance que vont vivre habitants et visiteurs. Le dispositif commence à être connu. Du 23 novembre au 24 décembre, la circulation sera donc interdite sur la Grande Île aux heures d'ouverture des marchés, sauf dérogation. Le stationnement en voirie sera lui totalement interdit, 24 heures sur 24, pendant toute la durée du marché. Et les parkings fermés, sauf pour les abonnés. Quant aux piétons et cyclistes, ils seront toujours contrôlés de façon aléatoire. Un dispositif renouvelé donc, avec un enjeu pour le maire de Strasbourg, concilier attractivité et sécurité. Il faut à la fois donner le sentiment de sécurité aux visiteurs du marché de Noël et aux Strasbourgeois qui habitent le cœur de la ville, et en même temps ne pas donner le sentiment qu'on prend des précautions inutiles. C'est toute la difficulté. Une précaution n'est jamais inutile dans un contexte où il y a toujours une menace. On reste sur le même principe d'organisation et avec un niveau de force qui sera probablement équivalent à celui de l'an dernier. Dans le contexte où nous sommes, avec une menace terroriste exogène, endogène toujours présente, il est nécessaire d'avoir un dispositif de sécurité pour ce grand marché de Noël qui soit tout à fait comparable aux éditions des années précédentes. À la veille du premier forum de la santé au travail, qui devrait réunir plus de 500 participants au Palais des Congrès de Strasbourg demain, donc nous sommes intéressés à la question en Alsace. Depuis 15 ans, les maladies professionnelles sont en augmentation. En tête de liste, troubles musculo-squelettiques et burn-out. Mais pour alléger la pénibilité physique, des solutions existent et certaines entreprises en mettent en place. Fanny Kunz. Nathalie et son mari sont ferronniers d'art depuis plus de 25 ans. Un métier exigeant mais pesant physiquement. Alors pour préserver leur santé, ils ont mis en place différents outils. Grues de levage, chariots élévateurs et extracteurs de fumée améliorent désormais leur quotidien. Je vais régulièrement chez AST67 pour faire les contrôles et c'est bien eux qui m'ont dit qu'il fallait faire attention pour mettre des bouchons ou des casques pour les oreilles, les yeux. Et puis l'extracteur, ils se sont déplacés un jour et ils m'ont dit ce qu'il faudrait faire et donc quand on a eu les moyens, on l'a fait.
Et donc je pense que ça peut faire que du bien, de toute façon. Des réflexions menées avec Alsace Santé au travail. Sa mission, éviter toute maladie professionnelle. Elle suit près de 240 000 salariés barinois dans 19 000 entreprises. Réduire ce genre de facteurs permet aux salariés de continuer à travailler dans de meilleures conditions, permet de s'épargner aussi certaines difficultés médicales. Donc notre travail consiste en premier lieu à cela, expliquer les risques, expliquer les positions, que ce soit dans du tertiaire ou que ce soit dans de l'industrie. Même état d'esprit à l'aéroport de Strasbourg qui restructure son comptoir d'accueil, un lieu qui améliore aujourd'hui le confort des hôtesses et passagers. On a réalisé un comptoir provisoire, on a fait passer toutes les personnes susceptibles de devoir y travailler. On a prévu des découpes au niveau du plan de travail de façon à leur permettre de s'approcher facilement sans avoir le geste de se pencher en avant et puis pour garder au niveau de la colonne d'être bien droit. À l'aéroport, 60% du personnel ne travaille pas dans les bureaux. Pour eux, des horaires variables avec des jours de repos aménagés ont été mis en place. Des ateliers sommeil et une application smartphone de micro-sieste ont été développés. Autant d'outils permettant un travail plus confortable. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que concilier vie pro, vie personnelle, c'est des thématiques qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Tout ce qui est en lien avec le sommeil, de la même manière, c'est vraiment des thématiques nouvelles. Dès lors qu'on a des aménagements à réaliser, on va solliciter d'une part le collaborateur pour avoir son avis sur l'ergonomie, sur le positionnement même du bureau dans un open space par exemple. Et c'est le travail en collaboration qui, à notre sens, permet d'aller vers des conditions optimales pour le collaborateur. Si la pénibilité physique du travail recule partout en France, l'enjeu se déplace aujourd'hui sur la pression psychologique. 72% des salariés français déclarent que leur travail est nerveusement fatigant, selon une récente étude. Et dans le reste de l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, l'hôtel des Postes entame sa mue. Et puis l'université et l'hôpital de Strasbourg s'unissent pour un appel aux dons massif. Camille Roland. À la recherche de donateurs pour soutenir la recherche scientifique. L'université et les hôpitaux de Strasbourg lancent pour la seconde fois une campagne de mécénat baptisée Tous Nobel. Et l'enjeu n'est pas des moindres, récolter 50 millions d'euros d'ici 2022. 12 projets stratégiques ont été sélectionnés en fonction des enjeux sociétaux et des compétences des deux institutions. Ce sont des projets qui sont des grands thèmes d'intérêt de la société. Il y a des thèmes qui touchent à la santé, il y a des thèmes qui touchent au big data, à l'évolution du numérique. Il y a des thèmes relatifs à la physique quantique, il y a des thèmes concernant aussi le domaine social, c'est-à-dire le soutien à des bourses et à des projets d'étudiants. Donc on a des thèmes qui, de façon générale, sont susceptibles d'intéresser la société civile, mais qui, par ailleurs, sont de haut niveau scientifique, sont différenciants, sont des projets déjà engagés, matures, sur lesquels on a envie d'apporter quelque chose de concret et à relativement court terme, si possible. Ils sont absolument indispensables pour permettre d'apporter un plus dans tous les domaines que nous couvrons dans notre activité. À la fois, nous l'avons dit, en lien évidemment avec l'université sur la recherche, mais également dans les conditions d'accueil de nos patients. Et de ce point de vue, nous avons fléché en projet prioritaire des projets qui concernent très directement les conditions d'accueil de nos patients, à la fois sur un centre d'éducation thérapeutique qui permettra d'accueillir les patients et leurs familles pour mieux les former à l'éducation thérapeutique, à la fois aussi pour, dans un futur proche, rénover des capacités d'accueil sur le site de la Robertso ou encore sur le site de l'Elzo. Leurs ambitions, mieux diagnostiquer et guérir le cancer du foie, créer un institut de l'environnement et une école pour former les chimistes de demain, ou encore une maison de l'éducation thérapeutique. Les dons représentent une petite contribution financière face aux aides publiques, 1 milliard pour les hôpitaux et 450 millions pour l'université. Cependant, ils permettent d'avancer plus vite. Partenaire historique de l'université, les hôpitaux ont rejoint sa fondation en 2012.
Ça marque tout simplement le lien très fort qui existe entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui sont donc le CHU de Strasbourg, et l'Université de Strasbourg. Ce lien est très important. Nous partageons d'abord des personnels, les fameux PUPH, au travers du statut hospitalier universitaire, avec des enseignants-chercheurs qui sont aussi praticiens hospitaliers. Et donc on a évidemment une stratégie commune partagée autour du développement et de la promotion de la santé sur Strasbourg. Depuis 10 ans, la Fondation Université de Strasbourg et la Fondation pour la recherche en chimie ont déjà récolté 30 millions d'euros. Si les entreprises amènent 90% des dons, les particuliers représentent la majeure partie des donateurs. L'hôtel des Postes s'apprête à changer de visage. En avril prochain, les échafaudages viendront couvrir les murs du bâtiment emblématique du quartier de la Neustadt. Un ensemble de logements, résidences, brasseries, bureaux et parkings souterrains intégreront le bâtiment historique de près de 20 000 m². L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir à nouveau l'hôtel des Postes aux Strasbourgeois et au quartier de la Neustadt. Et puis, c'est aussi, à travers sa rénovation, de permettre à tout le monde de pouvoir fréquenter à nouveau cet hôtel des Postes, que ce soit en tant qu'habitant, puisqu'il y aura du logement, que ce soit en tant que collaborateur d'entreprise, puisqu'il y aura également du bureau et des bureaux partagés, ou que ce soit pour des personnes plus âgées, puisqu'il y aura également une résidence senior, ou encore tout simplement pour pouvoir profiter du quartier à travers la brasserie, et puis bien évidemment à travers aussi le bureau de poste qui va revenir à l'issue des travaux. Quant au bureau de poste, témoin depuis 120 ans des évolutions des services de la Poste et des télécommunications, il retrouvera sa place historique, avenue de la Marseillaise. Allié à la fois l'ancien, en restaurant et nettoyant les façades extérieures, et le contemporain, avec des bureaux en verrière dans la cour, c'est tout l'enjeu du projet. Le projet allie effectivement l'ancien et le moderne. D'une part, on a une stratégie de conservation, restitution sur la partie ancienne que l'on remet dans son état original puisqu'elle a été en partie dégradée mais faiblement dégradée par ses usages successifs. Donc on l'a rétablie dans sa situation initiale et parallèlement ou en situation d'opposition en quelque sorte, on va installer des construction contemporaine dans la cour. Il y a évidemment l'image extérieure du bâtiment à laquelle on ne va pratiquement pas toucher, mais il y a toutes les dispositions intérieures qui sont très importantes. Ça n'a pas de sens de préserver l'extérieur d'un bâtiment si on n'en préserve pas également un certain nombre d'éléments structurants intérieurs. Et c'est le cas notamment des circulations, des escaliers, d'un certain nombre de portes de grande qualité, de menuiseries de grande qualité ou de plafonds peints que l'on va conserver, et non seulement conserver, mais également valoriser. Le bâtiment rénové devrait être livré à l'horizon 2021. Et on finit en images avec le Salon de la photo de Paris. Il est devenu au fil des années un lieu de rencontre pour les amateurs et les professionnels. Le magazine numérique strasbourgeois OpenEye y était présent. Nora Boirio les a rencontrés. Présidents de clubs photo amateurs, Philippe Litzer et Pierre Évrard voulaient créer leur magazine photo idéal, celui qui montrerait le travail des photographes et pas du matériel à acheter. Chose faite depuis avril 2017 et la naissance du web magazine gratuit OpenEye, le regard d'aujourd'hui sur la photographie. Ça permet d'avoir énormément de liens dans les articles, donc on peut se promener pendant très longtemps sur les sites des personnes que nous présentons dans nos pages. Donc notre premier lectorat a été constitué par les amateurs, on va dire qualifiés. Et puis de plus en plus maintenant, les photographes professionnels, les amateurs d'art, les directeurs de galeries nous rejoignent, ce qui fait qu'ils ont même dépassé le nombre de nos premiers lecteurs. Le web magazine sort tous les 2 mois, des photographes confirmés comme les talents émergents y ont leur place. Pour le dernier numéro, de nouvelles rubriques ont été introduites. Il nous semblait important de montrer comment un photographe professionnel reçoit une commande et comment il arrive à traiter cette commande. Donc c'est une chronique qu'on va développer. On a une autre chronique qu'on a développée qui s'intitule « Où va la photographie ?» parce qu'il nous semble très important de montrer où va ce médium qui est en ce moment le centre de toutes les préoccupations artistiques et intellectuelles du moment.
Plus de 15 000 lecteurs consultent chaque numéro du magazine. L'équipe prévoit de continuer à se développer pour offrir toujours plus de photographies. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et c'est l'heure de l'image du jour d'Oliviane. Certes, il est en Moselle, à la limite de l'Alsace, mais cette vidéo de drone du château de Lutzelbourg mérite d'être vue. Grâce au drone, on distingue très bien le promontoire rocheux qui accueille ce château fort du XIe siècle à l'histoire mouvementée. Mosellan, elle aussi, la société qui a produit ces images, s'appelle en toute modestie Game of Drone. Merci beaucoup Anna pour ce JT, on vous retrouve demain bien sûr pour les infos, on va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Marine Zis évidemment, comme chaque lundi avec qui on va parler sport tout à l'heure. Ludovic Beyers, le meilleur de jeu de la SIG, on revient notamment sur la belle victoire des Strasbourgeois contre l'Asvel, mais on va parler radio d'abord dans un instant avec Hervé de Haro et les nouveaux défis, la nouvelle ambition de France Bleu Alsace. C'est juste après la météo de Célia. Les artisans du son à Mulhouse, le spécialiste du matériel hi-fi et vidéo en Alsace depuis 40 ans, vous présente la météo. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo du mardi 13 novembre et c'est un temps plutôt maussade qui nous attend ce mardi. Regardez en matinée, beaucoup d'averses sur l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que sur l'ensemble du Bas-Rhin. Pour le Haut-Rhin et la Suisse, toujours pas mal de nuages mais un temps normalement un petit peu plus sec en matinée. Les températures maintenant 11 degrés de moyenne, un petit peu partout 10 degrés la minimale, ce sera pour la Petite-Pierre. L'après-midi ça s'arrange légèrement, pas mal de passages nuageux toujours mais des éclaircies sur l'ensemble de l'Alsace ainsi que sur le nord de la région du Bade-Wurtemberg, toujours pas mal d'averses, notamment du côté de Fribourg ou encore de Bâle. Les températures en après-midi, 14 degrés du côté de Wissembourg, de Strasbourg, encore de Colmar, 13 degrés la minimale alsacienne, ce sera pour Saverne ou encore pour Mulhouse. Voici tout de suite vos prévisions de mercredi maintenant, et c'est le retour du soleil mercredi. De 12 à 13 degrés en moyenne en Alsace, entre 13 et 15 degrés sur la région du Bade-Wurtemberg et 15 degrés également du côté de Bâle. Mardi 13 novembre, nous fêterons les Brises. Le soleil se lèvera à 7h33 pour se recoucher à 16h52. On perdra encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. Retrouvez les artisans du son à Mulhouse lors du 40e salon de la hi-fi et du home cinéma du 23 au 25 novembre de 10h à 20h. Il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a la radio aussi. Bonsoir Hervé de Haro. Bonsoir. Vous êtes le directeur de France Bleu Alsace et de France Bleu Alsace. Vous étiez aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg, pas pour un reportage mais pour lancer en grande pompe, on peut dire quoi, une nouvelle vie, un nouveau souffle, une nouvelle ambition pour France Bleu Alsace. L'idée c'est d'être la première radio transfrontalière rhénane en tout cas. Alors j'ai envie de dire presque radio locale rhénane même, voilà, plus que transfrontalière, parce que transfrontalière ça voudrait dire qu'on laisse la frontière et nous on l'enlève. Donc ce sera une radio locale rhénane. Assécher le Rhin. Voilà, exactement. L'idée c'est quoi? Vous disiez c'est un bassin de quoi? De 4 millions de personnes qui voilà. C'est-à-dire l'Alsace et son équivalent grosso modo de l'autre côté du Rhin. C'est-à-dire qu'on prend une partie du bassin du sillon rhénan parce qu'il est beaucoup plus loin, puisqu'il va quand même jusqu'en mer du Nord et puis il y a aussi le pays de tout ce qui est Bâle. Mais donc pour l'instant c'est vraiment la partie qui est juste en face effectivement. Voilà. On va parler du contenu dans un instant. On sort d'un week-end de commémoration autour du 11 novembre. Le fait de lancer ça au Parlement, de faire une radio transfrontalière, même si du coup le terme vous fait tiquer. En fait, il y a une portée symbolique quand même dans ce projet. Alors déjà, il ne faut pas oublier que la radio, elle est née un 11 novembre. Donc elle a 88 ans et un jour aujourd'hui, donc c'est la plus ancienne locale de France, hein, donc en tout cas du service public. Et donc pour nous c'était symboliquement aussi important de la lancer comme ça, un jour anniversaire pour la radio. Et en plus effectivement, 100 ans après la fin de la Grande Guerre, c'était de démontrer qu'il ne fallait pas oublier ce qui s'était passé, mais qu'aujourd'hui on pouvait, après des décennies de paix, on pouvait construire. Parce que c'est ça qui est important, c'est de dire qu'est-ce qu'on va construire ensemble. Et quelle langue alors est-ce qu'on pourra entendre sur cette radio? Du français, de l'allemand, du dialecte aussi? Alors, je n'utilise jamais le mot dialecte. Alors ça, c'est... Décidément les termes aujourd'hui. C'est très important, vous savez. Le mot dialecte est banni de mon vocabulaire. J'utilise la langue alsacienne. Et donc, ça sera bilingue, donc en alsacien et en allemand. Voilà, le français deviendra très minoritaire, puisqu'il n'y aura plus que dans un premier temps, pendant quelques années encore, des journaux en langue française. Mais à terme, nous aurons des journaux en langue alsacienne. Et nous sommes en train de créer des accords avec la SVR allemande pour la diffusion des journaux en langue allemande.
France Bleu Alsace, c'est une radio qu'on retrouve sur le web, donc dans l'absolu partout dans le monde. L'idée de ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser davantage ou s'intéresser à part égale, s'intéresser complètement à ce qui se passe de l'autre côté du Rhin? Comme une radio locale, comme vous, c'est-à-dire qu'en fait, on a un territoire. Ce territoire, on ne s'occupe plus de savoir s'il y a une frontière. C'est exactement votre territoire. J'ai bien regardé de votre météo. Comme sur la météo, voilà. Exactement, voilà, donc j'ai bien regardé. Donc c'est exactement ça. On ne s'occupe pas de savoir si c'est plus intéressant d'un côté ou de l'autre, puisqu'il n'y a plus de côté. C'est un territoire. Et donc, on va prendre tout ce qui est important dans ce territoire. L'idée, c'est de partir de ce que vivent les gens qui travaillent en Allemagne, qui vont faire des achats en Allemagne, qui vont pour des loisirs en Allemagne. Enfin, l'idée, c'est de partir de ce constat-là, en fait, que la frontière, elle est abolie pour plein de choses déjà. Alors, il y a plusieurs thématiques. Il y a la langue. Donc, d'abord, de montrer qu'une langue, si on veut qu'elle... Et je dis bien la langue alsacienne, donc je vais préciser, que la langue alsacienne puisse vivre, il faut qu'elle soit utile. Si elle n'est pas utile, une langue, elle meurt. Pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle parle de la vie de tous les jours, que les gens qui l'utilisent puissent l'utiliser dans leur quotidien. Donc c'est le travail, donc c'est la météo, donc c'est la bouffe, je vais dire simplement, parce qu'on aime ça en Alsace, la gastronomie, et Dieu sait si, je dirais, le Rhin, qui est cette colonne vertébrale, pendant 1000 ans, a permis de développer une culture vraiment du bien vivre. Voilà, donc c'est tout ça, c'est au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes, les journalistes restent basés à Strasbourg, qui sont appelés à se déplacer, à installer éventuellement des journalistes en Allemagne? On va surtout essayer de faire de la radio autrement. Donc entre 11h et 12h, on va faire de la radio qui s'écoute, ça va de soi, mais qui se regarde aussi. Alors, on ne va pas faire de la télé, ça c'est votre boulot, c'est pas le nôtre. Et on ne le fera pas parce que chacun son métier. Je ne crois pas à l'hybride. Mais en revanche, ce qu'on va faire, c'est de la radio, mais... on va s'installer chez les gens comme on sait le faire en radio. C'est notre boulot de nous asseoir à côté de chez vous, à côté de vous, dans votre cuisine. Et on va faire ça avec des moyens technologiques modernes, notamment Skype. Donc par exemple, on va aller le midi, on va tutoyer, ça va être nouveau, on va tutoyer nos interlocuteurs. On va aller dans une cuisine le midi avec un restaurateur et lui dire: dis-moi, tu nous fais quoi ce midi comme plat du jour? Et on veut le voir. Donc avec Skype, on le verra. Mais ça restera de la radio, de l'échange, de la convivialité, du direct. Voilà. La télé, c'est un autre produit. On veut pas se tromper, mais on peut aussi regarder. Le virage du numérique, il est pris, ou revenir sur la FM, sur l'émission classique comme France Bleu Alsace, c'est de la science-fiction? Ça n'aurait pas de sens. J'ai envie de dire plutôt qu'on doit être précurseur pour presque essuyer les plâtres sur Elsos, pour voir tout ce qu'on peut faire et ensuite le transposer sur Alsace. C'est possible. Enfin, c'est un pari, Non, c'est un objectif. Et je suis déterminé, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis venu, vous avez été parmi les premiers à m'inviter. J'ai expliqué que j'allais revaloriser la langue. Voilà, on avance. Ludovic Beyhurst, vous qui êtes le basketteur local de la SIG avec Nicolas Lang, le dialecte, non? Enfin, la langue alsacienne, alors, comme dit Hervé Delaro. Pas le dialecte, la langue alsacienne, alors... pour moi, c'est un peu compliqué. C'est vrai que mes parents, je sais qu'ils savent le parler, mais je ne l'ai pas forcément apprise à la maison ou quoi. C'était plus l'allemand en cours, donc bon, c'est bien de revaloriser la langue aussi, quoi. Je crois que ça va bâcher les joueurs de l'équipe. Chambray en alsacien, ça aurait de la gueule, je trouve. On en parlera dans un instant. Hervé Delaro, merci beaucoup d'être venu nous présenter toutes ces nouveautés à découvrir à partir depuis maintenant. Ce matin, 6h30. C'est parti. Voilà. Et ben longue vie à ce beau projet transfrontalier à Séchon-le-Rhin. Et allons voir ce qui se fait en Allemagne. Vous revenez bien sûr quand vous voulez sur ce plateau. On parle basket dans quelques instants, mais pas que, avec Marine pour le Top Sport de cette semaine, avec un gros programme encore en perspective juste après cette page de pub. Restez avec nous. Et le lundi, on parle sport avec un gros programme aujourd'hui. On va parler basket notamment. Tout ça avec Marine Zis, évidemment. Salut à tous, et au programme de Top Sport aujourd'hui du hand masculin et féminin. On parlera aussi du début de saison en cyclocross, début de saison aussi pour un sport qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est l'apnée dynamique. Et bien sûr, on reviendra sur la belle victoire de la SIG contre l'Asvel de ce week-end. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Ludovic Beyhurst. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des meneurs de la SIG, et puis on va parler justement de ce beau match de ce week-end. Mais avant ça, Mathieu, pour commencer, pas de foot tout de suite, mais d'abord du handball. Du foot tout à l'heure, promis, ne vous impatientez pas Marine. On va parler handball, je vous emmène à Célestat. Regardez ces images, ça se passait samedi soir, choc au sommet pour les Célestadiens qui recevaient Saran en blanc. Saran qui était dans l'élite l'an dernier, qui
qui est leader invaincu du championnat. Le bon coup d'œil, regardez, il n'y avait pas de gardien dans la cage célestadienne à ce moment-là. Le coup de la patte gauche, c'est Quentin Eman, l'ancien de Cernay-Vadevillers et de Célestat. Célestat dans le dur en ce mois d'octobre-novembre. 2 nuls, 2 défaites pour les violets un petit peu en panne de victoire, mais qui sont bien dans ce match. Le choc les inspire, en tout cas ils trouvent du jeu rapide les Célestadiens. Et même si Saran fait la course en tête, les violets sont au contact. Saran en face, ça reste du costaud. Les blancs du Loiret mènent 2-3 buts, 12-9 à la pause, mais Célestat va réussir un excellent début de deuxième mi-temps, revenir au score et même prendre les commandes grâce notamment à ce but de Kauvenberg. Les Célestadiens en verve mais qui vont buter sur le gardien de Saran en fin de match. C'est les visiteurs qui serrent un petit peu la garde, c'est compliqué. Dernière possession, 25-24, un but d'avance pour Saran. La balle de l'égalisation, c'est manqué pour Célestat sur ce tir décisif à quelques secondes de la fin. Saran s'impose d'un petit but à Célestat dans une salle pleine, 25-24. Coup dur pour les violets, 5e match sans victoire pour les Célestadiens. On est loin des ambitions du club pour l'instant qui vise la montée. Les mines célestadiennes étaient un petit peu défaites à l'issue de ce match. Célestat 8e seulement du championnat à 3 points des playoffs. La 5e place à 7 points du leader. Saran donc toujours invaincu. Les Célestadiens frustrés, mais il y a du mieux quand même dans leur jeu. Ils voulaient positiver. Écoutez-les à l'issue de cette rencontre. Frustré parce que justement on sort de matchs pas très bons techniquement et là on fait un beau match. On donne tout jusqu'à la dernière seconde et on perd encore une fois. Il ne faut pas se créer des problèmes où il n'y en a pas. Je crois qu'on a réussi à régler certaines choses cette semaine. Maintenant, il faut qu'on arrive à être plus efficace au tir et un peu plus tueur dans les moments décisifs. Et puis on va continuer avec du cyclocross. C'est le début de saison. Il y avait 3 courses ce week-end, dont une à Mulbar sur Münster. On a envoyé Vincent Bessières sous la pluie. Regardez. Le cyclocross, une discipline atypique où tout est question d'équilibre. Équilibre à trouver entre vitesse et technique, et équilibre tout court quand il s'agit simplement de rester sur son vélo. Le terrain est volontairement piégeux, étroit, boueux, parsemé de planches à sauter et d'escaliers à grimper 4 à 4. Tous les tours sont différents en fonction des trajectoires. Ici, là, il pleuvait, du coup, la boue, ça changeait au fur et à mesure des tours, le circuit se dégradait. Et ouais, c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Discipline hivernale par excellence, le cyclocross c'est bref et intense. La recette est toujours la même, enchaîner en moins d'1 heure des tours d'un circuit rythmé par les relances incessantes, les portées et l'alternance entre terre et bitume. C'est un effort violent, un effort court et ça permet de préparer la saison route 2019 qui va venir. Si la plupart des coureurs viennent de la route ou du VTT et le prennent comme une partie hivernale de leur entraînement, le cyclocross a ses lettres de noblesse. N'allez surtout pas leur dire que c'est un simple entraînement. Non, c'est une discipline à part entière. Après, les vrais spécialistes, c'est des gars, c'est des funambules sur le vélo, quoi. Je veux dire, voilà, moi en l'occurrence, c'est plus pour le plaisir et pour l'entraînement hivernal. Et entre plaisir et performance, là aussi, tout est, une fois encore, question d'équilibre. Allez, voilà. Encore une bonne bûche. Les images sont signées donc Vincent Bessières. On va parler basket dans cette émission avec la SIG qui a un gros calendrier en ce moment entre le championnat et la Coupe d'Europe et les chocs s'enchaînent. On va en parler avec Ludovic Behurst, son meneur de jeu. Retour d'abord en images sur le match de ce week-end, le choc contre l'Asvel. L'Asvel, un des favoris du championnat, le plus gros budget, un des plus gros effectifs et leader du championnat au moment de débarquer. Regardez, ça se passait samedi soir, un Rhenus comble, la SIG en blanc évidemment, et on attendait un gros match. On a eu un gros match, Ali Traoré pour les Strasbourgeois. Il y a eu du monde et de la grosse bagarre sous les paniers pendant 40 minutes. On attendait surtout de découvrir Jarrell Eddy, la nouvelle recrue de la SIG. Joueur passé par la NBA où il a fait quelques matchs, première expérience pour lui en Europe, premier panier primé en première mi-temps. En face, il y a du répondant, un habitué du Rhenus, A.J. Slaughter, qui était sous le maillot de la SIG il y a encore 2 ans. L'Asvel qui est en tête, 48-42. Retour des vestiaires, il n'a plus de bandeau, l'Américain. Sur un temps mort, sur un lancer franc, il en profite. Retour du bandeau blanc sur le front de Jarrell Eddy. Et alors, je ne sais pas si c'est l'effet bandeau, mais dans le 3e quart-temps, le récital de l'Américain qui va prendre 3 nouveaux tirs à 3 points, à chaque fois dans le corner là-bas. Une fois, c'est dedans. 2 fois, c'est dedans. Ça fait 3 sur 3 depuis le début du match. Même cause, mêmes effets. Traoré en pénétration. Une nouvelle fois, Jarrell Eddy, 4 sur 4, 100%. Adopté d'ores et déjà l'Américain par le Rhenus. Les deux équipes toujours au coude à coude. Le gros contre avec l'intensité de Jérémy Enzeli qui part tout seul au panier, claquer ce gros dunk sur le Villeurbanais. Les deux équipes au coude à coude dans les derniers instants, mais Youssouf Afal termine le travail. La SIG assure aussi
au lancer franc et s'impose finalement 97-92. Grosse et belle victoire de la SIG qui revient à une victoire simplement de l'Asvel. La SIG partage la 2e place du championnat. Ludovic Beyhurst, on a l'impression que cette équipe de la SIG monte en puissance. Il y avait déjà eu une belle victoire en Coupe d'Europe le mercredi précédent. Il y a une vraie dynamique dans cette équipe en ce moment. C'est vrai qu'on peut dire qu'on monte en puissance depuis le début. Parce que là, on a attaqué une semaine avec 2 vrais tests. Un en Coupe d'Europe contre Pratas et un contre Villeurbanne. Donc c'était 2 grosses équipes, on a montré qu'on a pu résister et qu'on a pu gagner, sachant que les matchs n'étaient pas forcément faciles, on était menés souvent, on a montré du caractère. Donc c'est bien et c'est de bonne augure pour la suite. On va juste retourner, j'ai mis un focus quand même dans ce résumé sur votre nouveau coéquipier. Regardez ces images, on vous voit avec Jerry Eddy en grande discussion, je crois que c'est au tout début du 2e quart-temps. Un petit mot quand même sur son arrivée, il est arrivé 2 jours avant, donc il n'y a eu pas d'entraînement en commun. C'est que le voir en réussite au tir, extérieur surtout, quelle impression il vous a fait? C'est un début idéal pour lui. Au début, on le connaissait pas trop, on savait que c'était un gros shooter. On avait vu quand il arrivait aux entraînements, il faisait déjà de grosses séries. Et donc c'est vrai que c'était pas forcément évident, on a beaucoup de systèmes, de l'intégrer comme ça et de réussir un match comme ça pour lui, c'est très bien pour la confiance, c'est très bien pour l'équipe et ça nous permet aussi d'ouvrir le jeu. Donc c'est tout bonus pour tout le monde, en plus on a gagné, donc c'est très bien. Cette année, c'est votre premier contrat pro avec la SIG. Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de responsabilités en si peu de temps ? Non, pas forcément autant. Le coach m'avait prévenu que j'allais être beaucoup plus responsabilisé que les années précédentes. Donc voilà, moi je me tiens prêt, je suis prêt aux entraînements, je suis prêt aux matchs. Puis après, il y a des matchs où je vais jouer moins, où je vais être moins bon. Mais bon, là, l'équipe gagne, donc c'est tant mieux. Et pour moi, c'est une bonne expérience avec être dans un bon groupe comme ça, avec un gros coach, jouer des gros matchs. C'est vraiment une bonne expérience. Vous êtes un Alsacien pur souche, vous avez fait vos débuts à Geispolsheim, ensuite retour à la SIG, puis à l'INSEP, et ensuite on revient à la SIG. Du coup, vous êtes un petit peu, ça vous fait de vous un chouchou un petit peu du Rhenus. Comment est-ce que vous prenez ça ? C'est une pression ou au contraire, ça vous booste ? Non, pas du tout une pression. C'est vrai que ça booste vraiment quand je sors et qu'il y a une innovation, ça fait vraiment... Ça booste aux entraînements, on a encore envie de donner plus. Et c'est vrai qu'être un peu à la maison, ça fait du bien aussi d'être proche de sa famille. C'est quelque chose d'important, surtout pour un jeune, pour commencer une carrière. Donc je me sens bien et je suis vraiment bien à Strasbourg. On a fait un peu d'archéologie cet après-midi. Je disais, c'est pas très vieux. Hein. Regardez, ces quelques images. C'était il y a 1 an et demi. C'est pas si vieux. C'est déjà le parquet du Rhenus. Qui est le meneur déjà qui est là? C'est un match. Alors il n'y a pas de devinette. Hein, c'est écrit dessus. C'était contre Chalon il y a 1 an et demi à peu près. Premier match, première apparition sous le maillot avec l'équipe des pros dans un match au Rhenus. C'était il y a 1 an et demi, fin de saison 2017. Quel souvenir vous avez de ce match encore aujourd'hui? Ça paraît loin ou c'est tout frais? Ça paraît loin quand même parce qu'on n'y pense pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que ça marque un peu le début d'une carrière. Ça nous montre un peu l'intensité qu'il y a dans les matchs de haut niveau, parce que c'est vrai que c'est pas pareil de jouer dans les catégories jeunes et en professionnel. Donc ça marque aussi la progression qu'on peut avoir en 1 an et demi, et ça c'est aussi une sorte de récompense. On se fixe des objectifs sur un premier, quand on est en premier contrat pro, comme c'est votre cas cette saison. Enfin, vous vous êtes dit en termes de temps de jeu, parce qu'on est beaucoup sur les stats au basket, on se fixe quand même des paliers à atteindre dans cette saison. Oui, c'est sûr qu'on a toujours des objectifs quand on commence une saison. Donc c'est ça qui nous fait progresser, qui nous fait travailler tous les jours. Donc oui, c'est sûr que j'ai des objectifs individuels et collectifs. On parle souvent de votre taille, vous faites 1m72, c'est pas très grand pour un basketteur, mais vous en faites une force, preuve que le basket, c'est pas qu'une question de taille en fait. Ouais, c'est vrai que je suis très petit comparé aux autres joueurs professionnels, mais j'ai été habitué étant jeune, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai transformé, que j'ai su transformer en qualité. Peut-être que je serais pas là si j'étais plus grand, donc c'est vrai que c'est assez atypique, on n'en voit pas souvent, mais le coach m'aide bien, me met dans des positions préférentielles aussi par rapport à ma taille, donc c'est quelque chose que j'ai su adapter par rapport au jeu. On joue du coup plus sur la vitesse. C'est ça, on est forcément plus bas dans les appuis, donc en défense c'est vrai que c'est assez chiant pour les autres attaquants qui sont beaucoup plus grands, et c'est vrai que je joue beaucoup sur ma vitesse, donc la vitesse d'exécution, donc c'est quelque chose que je dois faire quand je suis face à des adversaires plus grands forcément.
Vous restez avec nous, Ludovic, vous ne bougez pas, on continue de parler basket dans un instant. Petite parenthèse football, retour rapide en images sur le point qu'a décroché le Racing. Regardez ces images, ça se passait vendredi soir, en début de week-end. Le Racing qui a beaucoup souffert sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, c'était à Lille contre une des équipes en forme du championnat, hein. Les Lillois qui ont assiégé la cage de Matsels, le Racing en mode fort à la mot, qui a beaucoup subi, mais le gardien du Racing qui a multiplié les prouesses comme sur cette frappe de Xeka et les plus grosses occasions dans les arrêts de jeu. Ça va rentrer le lob de Cels? Non. Sauvé sur la ligne par Martinez et sur le dernière action sur le corner qui suit, 95e minute de jeu, l'horizontale à nouveau du gardien strasbourgeois sur la tête de Fonte. Le Racing préserve le point du nul, 0-0. Le Racing toujours 8e au classement avec 18 points. 15 jours de trêve pour les Alsaciens qui peuvent préparer tranquillement et sereinement leur prochain match. Ça sera la venue de Nîmes au stade de la Méno le 24 novembre prochain, Marine. Place au handball féminin cette fois-ci avec l'ATH, donc Arenheim Truchtersheim qui recevait Lille ce week-end en D2. Regardez ces images, première mi-temps plutôt compliquée pour l'ATH qui a du mal à faire circuler la balle. La gardienne adverse qui défend plutôt bien son but et qui met en difficulté les attaquantes barinoises. 12 arrêts en première période. Résultat, les filles de l'ATH sont à -2 à la pause, mais reboostées, elles reviennent à égalité et passent même devant à la 34e, 15-14. Mais Nordis ne se laisse pas se faire et prennent à nouveau l'avantage. L'ATH revient ensuite en marquant 4 buts d'affilée en 3 minutes, 22-20. À peine le temps de respirer que les adversaires reviennent à égalité, 24 partout à 3 minutes de la fin. Et regardez ces images, hein, alors qu'il reste seulement quelques minutes. Cette contre-attaque de Cristina Mika est suivie ensuite du tir de Luciana Mendoza qui permettent, ce tir-là qui permet à l'ATH de remporter le match 28-26. Place maintenant à la trêve avec un très bon équilibre pour les promus. 6 victoires en 8 matchs. L'occasion de faire le point avec l'entraîneur de l'ATH. Il y a 25 ans qu'il n'y a pas un club alsacien qui s'est maintenu en 2e division dans le niveau féminin. Donc nous, on va déjà rester concentrés là-dessus, rentrer en play-off, s'autoriser le droit de jouer des matchs contre des très grandes équipes, Mérignac, Plantecuq, etc. Et puis après, derrière, la partie des play-offs, elle appartiendra en grande partie aux joueuses. Et avec le club, on aura le temps de redéfinir, si on est en play-off, les objectifs qu'on veut se donner. Coup de chapeau à l'ATH qui fait vraiment, comme promu, un super début de saison. Il y a une trêve imposée, puisqu'au mois de décembre, la France accueille le championnat d'Europe féminin de handball avec l'équipe de France championne du monde qui visera évidemment le doublé. On va rester dans le basket, mais côté coulisses cette fois-ci, ça s'appelle Dans le vestiaire. Alors Ludovic, son job, c'est de trouver des petites perles toutes les semaines. J'en ai quand même trouvé pour vous. Regardez, c'était à vos débuts sur Dailymotion. Voilà, vous faisiez des petits défis. Alors tourner la balle, il y a aussi des tirs à l'envers, des tirs les yeux bandés. C'était quoi? C'était votre vie? Vous arrêtez pas en fait de faire du basket? Non, c'est vrai que quand j'étais jeune, toujours aujourd'hui, je suis assez mordu de basket. Et là, en fait, c'était un concours pour rencontrer Tony Parker. En fait, le plus de vues, il avait le droit de rencontrer Tony Parker et de jouer contre lui. Donc j'avais d'ailleurs gagné et j'étais donc allé à Paris pour aller voir Tony Parker et c'était assez sympa. Et souvent on m'en reparle d'ailleurs, c'est là que j'étais un peu entre guillemets connu quand j'étais jeune. Donc voilà. Regardez ces images aujourd'hui, alors qui suivent, ça c'est les anciennes images, regardez les images plus récentes. Vous êtes toujours prêts à relever des défis? Voilà, c'était assez récent, ce tir aidé du plafond de la salle. Voilà, assez balèze quand même. Rassurez-nous, on fait plusieurs prises quand même, c'est pas du one shot. Franchement, celui-là, c'était la deuxième. J'avais même annoncé que j'allais le mettre. Mais c'est vrai que sinon on triche, il y a beaucoup de répétitions. Mais ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi m'amuser. Là, ça devient mon métier, mais bon, avant tout, il faut qu'on prenne plaisir. Et donc quand je suis à la salle, des fois je me mets des petits défis avec des potes, donc c'est toujours cool. Autre pépite également, cette photo, c'était en 2005, remise du trophée de la SIG. Vous êtes avec le bandana, là on vous voit tout petit, et à côté c'est votre frère. Racontez-nous ce moment. Jarel Eddy, il a bien aimé apparemment le bandana. Ils étaient alors à l'époque champions et... Donc on s'était présenté pour rencontrer les joueurs et donc on a été tiré au sort pour pousser le trophée avec mon frère. Donc c'est vrai que c'est sympa et c'est drôle de voir que maintenant je suis dans la peau inverse un peu du joueur.
Vous savez ce qu'il reste à faire, hein. Le trophée s'il n'a pas changé, on attend. On attend. Alors on va regarder ces images, c'était une interview un petit peu décalée réalisée avec Franck Ninikina, regardez. Franck N pour SIG TV, après le match SIG-Cholet en compagnie de Ludovic Beurst. Ludovic, comment allez-vous? Alors je suis un peu stressé parce que c'est une des premières fois que je passe devant la caméra de SIG TV, donc heureusement que je suis là à vos côtés, Franck N, grand journaliste, donc je vous en remercie d'avance. Alors bon, c'était après un match l'année dernière, c'est surtout un ami en fait, Franck, pour vous? Ouais, c'est vrai que Franck, on se connaît depuis tout petit, on a joué contre et on a vite eu de nombreuses affinités, donc on se retrouvait en dehors des matchs et tout, donc là c'était assez drôle de se retrouver dans la même équipe et donc on garde toujours contact et c'est vrai qu'on aime bien rigoler, faire des petites blagues, donc là Franklin on avait profité pour nous faire jouer une interview un peu décalée, donc voilà. Son parcours, c'est quoi? C'est un modèle? L'idée, ce serait de faire idéalement le même? Ben, bien sûr que c'est extraordinaire ce qu'il a quand même fait, parce que être drafté 8e pour un Français, c'était quand même le record, donc c'est vrai que c'est un super modèle pour moi, et donc si on peut suivre ses traces, j'espère, mais c'est clair que ça va être compliqué, et puis c'est surtout on est un peu en admiration devant son pote et on a beaucoup de plaisir à le voir réussir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Promis, c'est la dernière, après j'arrête ces photos-là. On vous voit souvent tirer la langue sur les photos. Et en fait, moi, ça me fait penser tout de suite à Tony Parker qui tire aussi souvent la langue. Regardez sur les photos et vous disiez, vous l'avez rencontré. Alors donc du coup, si on parle de lui, si je vous compare à lui, ben, pour vous c'est plutôt positif, ou est-ce que vous avez d'autres meneurs en modèle? Bah non, c'est toujours positif, c'est quand même une légende dans le basket français, donc c'est super positif. Après bon, j'ai pas essayé de recopier le tic, c'est un tic, mais après je suis plus axé sur des joueurs plus petits comme modèle, mais c'est vrai qu'étant petit, c'était vraiment la star que je voulais être, et je rêvais de devenir comme lui, d'aller en équipe de France et tout. On espère en tout cas que vous deviendrez comme lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marine, vous avez beaucoup belle pioche cette semaine, hein, dis donc, ça a cherché. On va passer dans un tout autre monde, vous nous emmenez sous l'eau. C'est l'inverse de l'ambiance du Rhinus, c'est le monde du silence. Oui, voilà, par contre, mon teasing est complètement raté, je vais vous montrer ces images, voilà, vous faire deviner. Bon, j'avoue qu'en même temps, on voit tout de suite les lunettes, mais a priori, ils sont quand même, on se dit, bon, ils sont épuisés, après leurs gros efforts, qu'est-ce qui se passe? Et ben non, en fait, ils se préparent à faire de l'apnée dynamique. En fait, c'est une compétition qui avait lieu ce week-end à Mulhouse, la Extreme Apnée de Mulhouse. 2 épreuves, un parcours composé de 16 longueurs de 50 mètres en apnée, et une deuxième épreuve aussi, où là, on réalise la plus grande distance possible en apnée. Donc, c'était assez impressionnant. Quelle distance maximum on parcourt alors dans cette... apnée dans ces compétitions? Il y a 2 épreuves. Il y a l'épreuve en monopalme et en bipalme. Alors chez les femmes en général, regardez ces images, on réalise 200 mètres et jusqu'à 300 mètres pour les meilleurs hommes. Voilà, ça c'est les monopalmes qu'on voit utiliser. Alors sous l'eau, il faut gérer en fait entre l'effort fourni pour avancer et la quantité d'air qui est forcément réduite. Le but, forcément, sortir le plus tard possible de l'eau et surtout éviter la syncope ou perte de connaissance, parce que ça, c'est interdit dans le règlement. Et puis alors, une fois que l'apnéiste sort de l'eau, regardez là, et bien en fait, le jury l'observe pendant 30 secondes, il doit faire un signe pour dire, voilà, comme quoi tout va bien, il va faire ce signe-là, voilà, ça veut dire que c'est OK, tout va bien, parce qu'en fait, il est observé pendant 30 secondes, c'est le temps durant lequel le corps de l'athlète ressent encore les effets de l'apnée, même hors de l'eau. Donc voilà, il faut vraiment veiller à ce que tout se passe bien. Et c'est une épreuve physique, mais surtout mentale. Et Walid Ben Salem, qui a réalisé une belle performance pour un début de saison, 205 mètres, lui, regardez, écoutez-le, comment il se prépare. On se projette, on se prépare, on respire, on se relaxe beaucoup. On essaye de rentrer dans un état de détente, un peu, je dirais pas de transe ou d'hypnotique, mais de semi-somnolence, un petit peu comme une sortie de sieste. C'est déjà bien pour partir zen. Alors justement, pour partir zen, juste avant le départ, une technique de respiration assez particulière, Hélène Gass nous l'explique. L'objectif, c'est vraiment de prendre le plus d'air possible. Donc du coup, d'abord, je vais tout vider. Donc, comme ça, je purge complètement la cage thoracique. J'enlève tout le CO2 aussi que j'ai pu accumuler pendant que j'étais au sec avant. Parce qu'on a CO2, O2, ça va être un échange qui va être fait.
Donc je purge tout et à ce moment-là, je vais reprendre mon air en partant du ventre. Je vais tout ouvrir jusqu'à ce que je puisse, entre guillemets, plus prendre rien. Et à ce moment-là, je vais faire une technique qui s'appelle la carpe, là où je vais venir tasser l'air qui est dans mes poumons pour en prendre encore un peu plus en fait. Et ça, je peux le faire grâce aux étirements que je fais régulièrement. Impressionnant, Marine. Vous vous y mettez ? Oui, pourquoi pas, je sais pas si je suis prête, mais... Merci beaucoup en tout cas pour cette découverte. Merci beaucoup Ludovic Beyhorst d'être venu avec nous. Gros match cette semaine encore, déplacement à Bologne. Hein. C'est ça. C'est du lourd. Encore pour la SIG, on suivra ça évidemment. La suite, c'est bien sûr Grain de Sel avec Nicolas Riffel, direction la cloche à fromage, s'il vous plaît. Alors on fête les 30 ans de la cloche à fromage, cette année. 30 ans. Toi, ça fait combien de temps que tu es ici? 25 ans que je suis là. Alors pour la petite histoire, je suis venu en 98 pour la première fois manger ici et c'était déjà Thibaut qui s'était occupé de moi. Alors l'idée de la cloche à fromage, le restaurant en tout cas, c'était de faire découvrir les fromages aux Alsaciens. Oui, mais pas qu'aux Alsaciens, on a Strasbourg qui est quand même le carrefour de l'Europe, à proximité des frontières, de l'Allemagne, la Suisse, la Belgique et autres. Donc là, ils profitent pour faire un double coup, quoi. Voilà, visiter une superbe région, une très belle ville et puis le produit, le fromage, produit d'exception de notre pays et qui, par le biais de la cloche à fromage, va pouvoir être valorisé et s'illustrer sous cette fameuse cloche à fromage, la plus grande du monde depuis 1989. Et dans une totale convivialité. Hein. C'est ça. L'idée, c'était ça. Il faut que ça soit sympa, il faut que ça soit appétissant, il faut qu'on passe un bon moment. Il ne faut pas seulement que ça soit didactique et puis à la limite barbant. Il faut que ça soit bon, beau, puis que ça fasse rêver. Depuis quelle année c'est la plus grande cloche à fromage au monde? Le diplôme, on atteste 1989. Personne ne s'est lancé dans ce défi. Alors personne, même nous, quand il a fallu la refaire, parce que 30 ans c'est comme difficile à vivre, et en temps, la technologie a évolué, il a fallu réhumidifier, enfin on a trouvé de nouveaux systèmes. Quand il a fallu refaire la cloche, c'était particulièrement difficile. C'est vrai? Ouais, c'est très difficile. Et on retrouve combien de variétés de fromage? Entre 90 et 100 sortes de fromage. Okay. Est-ce qu'on peut tous les goûter pendant le même repas? Oui. Tout à fait. C'est vrai? Oui. Oui. Le record à battre, il faut le battre, hein, c'est comme 78 morceaux. Hein. C'est une femme qui a atteint ce record-là. C'est vrai? C'est histoire un petit peu de faire titiller la jante masculine. C'est beau. L'idée aussi de la cloche à fromage, c'est ouvert toute l'année, donc on suit aussi les saisons. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est absolument essentiel. On est très vigilant là-dessus, puisque la qualité des fromages résulte non seulement de la qualité des cheptels, des animaux, mais également des pâturages. Donc on n'a pas la même herbe ou la même flore en hiver qu'en été, en automne qu'au printemps. Et donc ensuite il y a les temps de fabrication, les temps d'affinage qui font qu'on a du fromage peut-être toute l'année, mais il est à son optimum de saveur qu'à certains moments de l'année. Vu la quantité de fromage que nous avons en France, il n'y a pas de souci pour offrir une large palette de saveurs tout au long de l'année quand même. Qu'on comprenne bien, surtout la mécanique, ils sont fabriqués avec les petites brebis, avec les petites vaches, avec un fromager, et après elles arrivent et on lui donne la touche finale. La touche finale, voilà. Donc chaque maître affineur peut y avoir une distinction entre deux affineurs sur un même fromage, une typicité un peu particulière, mais en fin de compte c'est notre signature. D'accord. Alors là c'est super, regarde, t'as une belle coloration là, vas-y Marc. Et là il faut rajouter maintenant la charcuterie, les petits légumes pour amener un peu de fraîcheur, un peu de croquant. C'est à ce moment-là qu'on mange la charcuterie. Hein. Il ne faut jamais mettre la charcuterie là-dessous. La charcuterie a également ses propres saveurs, ses propres arômes, il faut les préserver. Et on a quoi comme variété de pommes de terre? C'est de la rate du Touquet. Donc c'est de la petite rate qui pousse dans le sable, elle se mange avec la peau. Il ne faut pas l'éplucher parce que sinon on le ferait nous-mêmes si c'est nécessaire. Tout le goût de le goût particulier de cette rate, qui a un petit goût de châtaigne quelque part, réside également dans la peau. Lorsqu'on l'enlève, c'est dommage. D'accord. Et pour cette croûte, justement, on a parlé que c'était encore affiné. Alors, donc là, au début, nous, on va un tout petit peu ébarber quand on va accrocher le fromage. Et donc, la première assiette, on va avoir juste le fromage qui va couler. Ouais. Et après, au fur et à mesure, on va arriver au niveau de la croûte. Et là, la croûte va griller, croustiller. Et là, donc, tu lisses sur ton couteau à raclette, les choses sont bien faites. Hein. Et l'autre côté, c'est pour récupérer cette croûte. Quand vous êtes servi en charcuterie, vous arrivez à ce moment-là également en pickle, c'est-à-dire
tous les vinaigrés, les oignons, les cornichons, les poivrons, etc., les grains de maïs. Et ça va apporter la touche nécessaire d'acidité qui rend et la raclette plus digeste et puis qui contrebalance un peu la saveur douce du fromage. Quoi. Voilà. Comment je fais si je veux... je vais m'acheter une machine écoute, dans toutes nos boutiques, il y a des appareils comme ça, des fours à raclette à disposition. Donc tu as envie de te faire une bonne soirée raclette avec toute ta famille, une bande de copains. Donc j'achète une demi-meule aussi. Voilà, t'achètes ton fromage. Et surtout, ne soyez pas sages.